Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 18 de Digital Marketing for Pro, le podcast qui décrypte l'actualité du marketing digital en moins de 30 minutes. À la une de l'actualité, les publicités arrivent officiellement dans ChatGPT. OpenAI confirme l'ouverture d'un modèle publicitaire avec des premiers signaux forts, des formats intégrés à la conversation, une logique très différente des ads traditionnels et des CPM annoncés particulièrement élevés. Une annonce qui pose une vraie question stratégique pour les marketeurs. Est-ce une opportunité massive à anticiper dès maintenant ou un canal réservé à quelques grands comptes? Dans cet épisode, on va décrypter concrètement le fonctionnement de la pub dans ChatGPT, résumer l'ensemble des annonces connues à ce stade et analyser les opportunités réelles ou non que ce nouveau canal pourrait ouvrir pour vos stratégies 2026. Alors faut-il déjà compter sur ChatGPT comme un futur levier publicitaire? C'est le sujet à la une de cet épisode. Et ce n'est pas tout. Dans le reste de l'actualité, on verra si l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans en France marque ou non la fin des campagnes marketing ciblant les jeunes audiences. On découvrira comment Instagram permet désormais l'ajout de liens cliquables dans les réels. Est-ce que ça change vraiment pour la performance et le social commerce? On fera un détour par Gmail et Google qui misent de plus en plus sur l'IA pour gérer les emails et les questions que ça pose sur l'avenir de l'email marketing. Et on terminera avec le débat GEO du moment. Assiste-t-on au grand retour du SEO Black Hat à l'ère des moteurs génératifs? Sans oublier le chiffre de la semaine qui montre que les AI Overviews ne bouleversent pas encore totalement les règles du SEO. On va décrypter ça. Allez, installez-vous bien, votre résumé de l'actualité marketing commence maintenant. Avant de rentrer dans le sujet à la une, je voulais prendre une minute pour remercier Charlotte qui m'a alerté sur un bug technique lors de la diffusion du deuxième épisode de Focus sur Spotify. Merci pour ton message, le problème est désormais réglé. Vous pouvez écouter l'épisode en entier et aussi en vidéo directement sur Spotify. Et si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite vraiment à le faire sur votre plateforme d'écoute habituelle, mais aussi sur la chaîne YouTube. J'ai eu la chance d'interviewer Sébastien Brossois, fondateur de Resoneo, avec qui on a analyser très concrètement l'impact de l'intelligence artificielle sur les campagnes Google Ads. Un épisode très orienté terrain avec des retours d'expérience et des enseignements directement actionnables pour les annonceurs. Je vous mets le lien dans l'épisode en commentaire. Allez, on entre tout de suite dans l'actualité principale de la semaine avec la publicité qui arrive officiellement dans ChatGPT. Depuis plusieurs mois, les rumeurs se multipliaient autour de l'arrivée de la publicité dans ChatGPT. On a parlé de réponses priorisées, de mise en avant de produits, de recommandations sponsorisées, mais tout restait assez flou. Aujourd'hui, ce n'est plus une rumeur, la publicité arrive officiellement dans ChatGPT. OpenAI a confirmé avoir lancé le développement de ce modèle publicitaire à partir du mois de février, donc maintenant, avec une approche très encadrée. Tout d'abord, on parle d'un déploiement progressif, d'une sélection très limitée d'annonceurs, et pour le moment, on ne parle pas vraiment d'une ouverture massive. On est donc sur une phase de test contrôlée, pas sur un lancement grand public. Alors concrètement, comment la publicité va être intégrée dans une réponse sur ChatGPT ? Et là, c'est un point fondamental à bien comprendre. La publicité ne va pas s'afficher à côté de la réponse, elle s'intègre directement dans la réponse elle-même. On ne parle pas de bannières, de pavés sponsorisés ou de résultats au-dessus des réponses. La publicité est pensée pour être native, contextuelle, intégrée au raisonnement de la réponse. Concrètement, ChatGPT commence par répondre normalement à la question, puis lorsque cela a du sens, il peut intégrer une mention du type « Certaines entreprises utilisent par exemple solution lambda pour répondre à ce besoin ». Mention sponsorisée. La marque n'est pas présentée comme la meilleure solution, mais comme une option pertinente parmi d'autres, et la mention sponsorisée est clairement signalée. On ne paie pas donc pour être la réponse, on ne paie pas pour de la visibilité, mais on paie pour être cité dans la réponse, et cette nuance, elle change absolument tout. Alors, OpenAI, quand ils ont lancé officiellement ce modèle publicitaire, ils ont
insister sur le message suivant. La publicité ne doit jamais dégrader la qualité ni la neutralité perçue des réponses. Et c'est logique. Comme on en parlait dans l'épisode 17, la valeur numéro 1 de ChatGPT, c'est la confiance. Et si l'utilisateur a le sentiment que les réponses sont biaisées, que les marques sont poussées artificiellement ou que tout est sponsorisé, alors la relation de confiance se brise et avec elle, la valeur du produit s'envole. C'est pour ça que la pub est intégrée avec parcimonie, signalée explicitement et limitée à des contextes très précis. Autre rupture clé, et elle est assez énorme pour les marketeurs, dans ChatGPT, on ne cible pas des personas. La publicité ne fonctionne pas comme on connaît, sur des ciblages démographiques, sur des centres d'intérêt, sur des audiences lookalike ou encore sur des retargeting. À la place, on est sur une logique totalement différente. On cible une intention exprimée dans une question. Ce n'est plus « je parle à une audience », mais « je m'insère dans un moment précis de la réflexion ou de décision ». C'est un changement de paradigme complet. Et avec ce fonctionnement, le modèle au CPM, au coût par 1000 impressions, prend tout son sens. Le CPM évoqué pour la publicité dans ChatGPT se situerait, accrochez-vous, entre 500 et 100 $, voire plus que sur certaines requêtes à très très forte valeur. Alors pourquoi ChatGPT affiche un CPM aussi cher ? Parce que tout d'abord, ChatGPT ne vend pas du volume, du scroll ou de la répétition de messages, comme on peut voir sur toute campagne de notoriété ou d'image. Il vend un moment d'attention maximale, une intention explicite et un capital confiance extrêmement élevé. Ces CPM jouent aussi un rôle de filtre parce que, avec un CPM aussi élevé, tous les annonceurs n'ont pas les budgets pour expérimenter ce nouveau canal. On limite ainsi le nombre de messages sponsorisés et on ne sature pas tout de suite l'outil avec une multitude de campagnes sponsorisées. Le prix fait partie du produit. Mais cette approche a une contrepartie claire. La visibilité sur la performance et le ROI est aujourd'hui très limitée. On ne parle pas de funnel classique, pas d'attribution aussi fine qu'on peut avoir sur un Google Ads ou sur un LinkedIn Ads par exemple. On est donc plus sur un levier d'influence et de crédibilité que d'un canal de performance piloté au ROI. Alors, ce qu'on les marketeurs doivent retenir pour 2026 vis-à-vis de cette annonce-là, c'est que la publicité dans ChatGPT n'est pas une pub comme on peut connaître sur Google Ads, sur Meta Ads ou sur un canal de publicité en masse. C'est un levier d'influence contextuelle, une présence dans la réponse et un espace premium extrêmement encadré. Alors au final, la vraie question, c'est pas de savoir si la publicité dans ChatGPT est impressionnante, innovante ou disruptive. La vraie question, c'est est-ce qu'il faut l'intégrer dès maintenant dans une stratégie digitale 2026 ? Et la réponse, ça n'engage que moi, ça dépend de votre maturité marketing. Si vous êtes une marque déjà bien installée avec une forte crédibilité sur votre marché et que vous êtes capable d'investir sur des leviers d'influence comme les LLM sans exiger un ROI immédiat, alors oui, ChatGPT peut devenir un canal stratégique et surveillé de très près, voire à tester progressivement quand ils ouvriront à d'autres annonceurs. Pas pour faire du volume, pas pour optimiser votre ROI ou votre lead gen, mais pour être présent dans les moments clés de réflexion et de décision et donc du coup influencer la décision d'achat finale. L'arrivée de la publicité dans ChatGPT est un signal, surtout la forme de cette publicité, comment ils l'ont pensée, c'est un signal qui dit que le marketing de demain, ça sera moins de ciblage, moins de volume, mais plus de contexte, plus d'influence et surtout beaucoup plus d'exigence sur la légitimité des marques. Ces dernières semaines, l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans en France est revenue au cœur du débat public. Et forcément, côté marketing, une question se pose immédiatement. Est-ce la fin des campagnes marketing qui ciblent les jeunes sur les réseaux sociaux ? Pour y répondre concrètement, il faut comprendre ce que cette loi change réellement et surtout ce qu'elle ne change pas. La première précision importante, c'est qu'on ne parle pas d'un simple débat d'idées. On a une proposition de loi qui a déjà été votée en première lecture à l'Assemblée nationale avec un objectif clair, interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans sans autorisation parentale et imposer aux plateformes des mécanismes de vérification d'âge plus stricts. Le texte doit encore passer au Sénat, mais le calendrier évoqué est clair et une mise en application possible à partir de la rentrée 2026. Donc oui, le cadre légal est en train de changer, les plateformes doivent s'y préparer, mais aussi les marketeurs. Mais on va pas se mentir,
ce n'est pas parce qu'une loi est votée que les usages s'arrêtent, notamment quand on parle des réseaux sociaux. Dans la réalité, les moins de 15 ans, ils vont pas quitter massivement les réseaux sociaux, ils vont pas disparaître des plateformes. Ils vont, pour une partie d'entre eux, simplement mentir sur leur âge. Et le résultat, c'est que l'audience reste, mais que la donnée devient moins fiable. Ce que je veux dire par là, c'est que les jeunes continuent d'être présents sur les plateformes, mais ils basculent dans des tranches d'âge déclarées plus élevées, 16-17 ans, 18 ans et plus, et voire même des âges complètement déconnants. Ce qui fait qu'on ne perd pas l'audience à proprement dit, mais on perd la fiabilité de la donnée. Et pour les marketeurs, cela change tout. Parce que si les plateformes surverrouillent leurs options pour se protéger juridiquement, alors le ciblage publicitaire perd mécaniquement en précision et en valeur. La publicité ne disparaît pas, mais elle devient moins prédictible, moins lisible et moins pilotable. Et continuer à vouloir toucher les jeunes uniquement via des campagnes paid devient donc de moins en moins pertinent, tout court. Et dans ce contexte, les marques ont tout intérêt à reprendre la main sur leur relation avec leur audience jeune. Comment ? En développant leurs propres comptes et leurs propres chaînes sur les plateformes où cette audience est déjà présente. Des comptes qui parlent leur langage, qui proposent du contenu utile ou divertissant, qui créent de l'intérêt sur la durée et permettent de faire passer des messages de manière organique sans dépendre d'un ciblage publicitaire de plus en plus fragile. On ne parle plus de campagne ponctuelle, on parle d'une présence éditoriale sur le long terme. Et l'autre levier clé, c'est aujourd'hui le cas et cela restera à l'avenir, les partenariats avec des influenceurs, cela reste le moyen le plus efficace pour toucher une audience jeune. Parce qu'ils incarnent la confiance, parce qu'ils contournent naturellement les limites du ciblage et parce qu'ils parlent déjà à ces communautés de façon organique. Dans un monde où la donnée est moins fiable, la recommandation humaine reprend de la valeur. Si on veut faire un résumé de cette actualité, non, ce n'est pas la fin des jeunes sur les réseaux sociaux. Mais oui, c'est la fin du marketing qui reposait uniquement sur un ciblage publicitaire précis. Pour toucher une audience jeune demain, il faudra mériter son attention, investir dans le contenu organique et s'appuyer sur des créateurs qui ont déjà la confiance de ces communautés. Moins de ciblage, plus de contenu, plus organique et plus d'influence. Et justement, si les débats autour des réseaux sociaux inquiètent autant les marques, c'est parce que l'audience y est toujours plus massive et surtout plus engagée. Instagram en est un très bon exemple et la plateforme vient d'annoncer une évolution importante. La possibilité d'ajouter des liens cliquables directement dans les Reels. Une nouveauté qui peut paraître simple mais qui change beaucoup de choses dans la manière d'utiliser ce format. Alors, reprenons les bases. Qu'est-ce qu'un Reel Instagram ? Un Reel Instagram, c'est une vidéo courte, verticale, pensée pour une consommation rapide sur mobile, largement diffusée par l'algorithme, y compris en dehors de sa communauté. Et aujourd'hui, c'est tout simplement le format le plus consommé et le plus engagement de la plateforme. En clair, les Reels sont devenus le moteur de la visibilité d'Instagram. Alors jusqu'ici, les Reels avaient des forces très claires. Une forte portée organique, beaucoup d'engagement, une excellente capacité à capter l'intention. C'est un format qui fonctionne très bien, mais qui a une limite majeure pour les marketeurs, c'est la génération de trafic. Pour envoyer un utilisateur vers un site depuis un Reel, il fallait passer par le lien en bio de votre compte Instagram, rediriger vers une story ou multiplier les détours avec des parcours plus ou moins compliqués. Le résultat, c'est que les Reels Instagram offrent beaucoup de visibilité, beaucoup d'engagement, mais posent une vraie difficulté à transformer cette attention en action et notamment en trafic de qualité sur vos plateformes. Et c'est précisément ce point qu'Instagram vient corriger. Désormais, il est possible d'ajouter un lien cliquable directement dans un Reel. Concrètement, le lien est intégré dans le descriptif du Reel, il apparaît sous forme de lien cliquable sous la légende, l'utilisateur peut cliquer sans passer par la bio, et sans que le lien ne s'affiche comme un sticker sur la vidéo, on n'est pas non plus sur un contenu publicitaire. Ce qui est important à noter, c'est que le lien du coup reste discret, que le contenu reste central, c'est pour ça le lien est passé dans la bio et pas en plein milieu du contenu, et qu'Instagram ne transforme pas le Reel en format publicitaire agressif. Le lien prolonge le contenu et ne le remplace pas.
Alors ce que ça change pour les marketeurs, et c'est là que cette nouveauté devient stratégique, c'est parce qu'avec les liens cliquables, les réels ne sont plus seulement un format de visibilité, ils deviennent un point d'entrée potentiel dans un tunnel marketing. Un bon réel peut désormais capter l'attention, engager une audience et surtout générer du trafic de qualité, voire initier des conversions. Dans un contexte où le ciblage publicitaire devient moins fiable, l'organique reprend de la valeur et les marques doivent recréer des liens directs avec leur audience. Les réels devient un levier hybride entre branding et performance, mais avec une condition claire, le contenu doit rester la priorité. Ce n'est pas le lien qui fait la performance, c'est l'intérêt du réel qui donne envie de cliquer. On en parle assez sur ce podcast. L'intérêt principal de l'intelligence artificielle pour les professionnels du marketing, c'est de nous faire gagner du temps sur des tâches chronophages. Et s'il y a bien une tâche que tout le monde trouve chronophage, et cela au-delà de nos métiers, c'est la gestion des emails. Qui n'a jamais rêvé d'un outil capable de trier automatiquement sa boîte de réception, de repérer ce qui est vraiment important, de résumer un échange trop long, ou de proposer une réponse sans devoir se coltiner les 100 emails reçus par jour. Et c'est exactement là-dessus que Google est en train d'avancer en intégrant de plus en plus son IA, Gemini, directement dans la boîte de messagerie Gmail. Alors, aujourd'hui, Gmail ne se contente plus d'afficher des messages. Progressivement, l'outil devient un véritable assistant et c'est comme ça que Google est en train de faire évoluer ses messageries. Un assistant capable de résumer des fils d'email, de suggérer des réponses, de prioriser certains messages et surtout de comprendre le contexte global d'une conversation. L'objectif, c'est pas de remplacer l'utilisateur, comme toujours avec l'IA, mais de l'aider à décider plus vite. Qu'est-ce que je lis ? Qu'est-ce que je traite plus tard ? Qu'est-ce que je peux ignorer ? Qu'est-ce qui est vraiment urgent ? Pour le moment, nous sommes au tout début de l'intégration de l'IA dans nos boîtes mail. Mais si ces usages se développent, et tout indique que c'est la direction prise par les différents éditeurs, alors une chose change profondément. L'email marketing ne s'adresse plus uniquement à un humain qui lit tout ligne par ligne, ou qui ouvre pas tout simplement les emails, il s'adresse aussi à une IA qui filtre, résume et hiérarchise l'information. Un email peut être jugé important ou secondaire avant même que l'utilisateur n'ait cliqué dessus. Et dans certains cas, il peut même être consommé, entre guillemets, sous forme de résumé sans jamais être lu intégralement. Et là, on retrouve une logique que les marketeurs connaissent bien. C'est exactement la logique du SEO et des algorithmes des réseaux sociaux. C'est que si cette logique se généralise, et j'insiste bien sur le si, alors la question n'est plus seulement de comment augmenter mon taux d'ouverture. La vraie question devient comment faire en sorte que l'IA considère mon email comme utile, pertinent et digne d'attention. Et ça change la manière dont on conçoit les emails. Il va falloir des messages plus clairs, une intention lisible dès les premières lignes, et moins de surpromesses, moins de teasing pour bosser les taux d'ouverture, moins de tunnels artificiels, plus de valeur et surtout plus rapidement. Autrement dit, demain, il est fort probable qu'on écrit plus seulement pour convaincre un lecteur, mais qu'on écrit également pour être compris par une IA, pour qu'on être mis en avant auprès des personnes qu'on cible. Concrètement, et sans attendre que tout ça devienne la norme, les marques peuvent déjà ajuster leurs pratiques. Des emails plus structurés, des promesses alignées entre l'objet et le contenu, des messages qui apportent quelque chose de clair rapidement. À l'inverse des emails trompeurs, des accroches artificielles ou des messages longs sans valeur identifiable qui risquent d'être de plus en plus pénalisés, non pas par l'utilisateur, mais par le filtre en amont, l'IA. C'était le cas en 2025 et ça sera certainement le cas en 2026. Toutes les marques ont un objectif en tête, être visibles dans les réponses générées par les intelligences artificielles, être citées, être reprises comme source, être intégré directement dans la réponse, parfois même sans même qu'un clic soit nécessaire. Car être cité par une IA, c'est potentiellement capter l'attention avant la concurrence, gagner en crédibilité, en notoriété également, et devenir une référence sans passer par les étapes classiques du parcours utilisateur. Et forcément, plus l'opportunité est énorme, plus certains marketeurs essayent de manipuler artificiellement les résultats. Mais cela n'a rien de nouveau. Ce qu'on observe aujourd'hui avec le JO, on l'a déjà vécu à l'époque de l'émergence du SEO. À l'époque où Google est devenu le point d'entrée principal vers l'information, toutes les marques ont voulu apparaître en première page, puis dans le top 3, puis en position numéro 1. Et très vite, deux approches se sont opposées.
d'un côté, des acteurs qui ont travaillé sur le fond, avec du contenu utile, de l'expertise, de la légitimité, de la cohérence dans le temps, et de l'autre, des acteurs qui ont cherché à aller plus vite, à prendre des raccourcis en influençant artificiellement l'algorithme. C'est comme ça qu'est né le SEO Black Hat. Alors, qu'est-ce que le SEO Black Hat? Le SEO Black Hat, ça regroupe toutes les pratiques qui cherchent à manipuler un algorithme, à forcer un positionnement et à tromper un moteur de recherche sans créer de valeur réelle pour l'utilisateur. Concrètement, ça a longtemps pris la forme de suroptimisation de mots-clés, de réseaux de sites artificiels, de contenus générés en masse, de liens factices, de pages pensées uniquement pour l'algorithme ou de balises HTML parfois un peu trompeuses. Ces pratiques ont parfois fonctionner à court terme en SEO avant d'être pénalisé, filtré et neutralisé. Ce qui a amené à tout simplement faire disparaître ce type de pratique. Mais avec l'arrivée des moteurs génératifs et des IA conversationnels, un nouveau levier de visibilité est apparu. Aujourd'hui, pour exister, il ne suffit plus d'être bien positionné dans les résultats de recherche, il faut être lu, compris et cité par une IA. Et certains acteurs ont fait un raisonnement très simple, voire parfois trop simple. Si j'arrivais à influencer Google hier, est-ce que je peux influencer les résultats de l'IA aujourd'hui? Les mêmes réflexes réapparaissent, mais appliqués cette fois-ci au GIO. Et donc du coup, on voit émerger des contenus créés uniquement pour plaire aux IA, des pages structurées artificiellement pour être prises dans des réponses, des stratégies de volume destinées à nourrir les modèles, bref, du SEO Black Hat version GIO. Pourquoi c'est une très mauvaise lecture stratégique des choses? Le problème, c'est que les moteurs génératifs ne fonctionnent pas comme les algorithmes SEO d'il y a 10 ans. Ils croisent énormément de sources, évaluent la cohérence globale, détectent les schémas artificiels, privilégient la crédibilité et la répétition naturelle dans le temps. Autrement dit, les pratiques qui ont fini par échouer en SEO ont toutes les chances d'échouer encore plus vite en GIO. Le risque n'est pas seulement de perdre en visibilité, mais de disparaître complètement des réponses générées. Parce que le GIO ne marque pas le retour du SEO Black Hat, il marque surtout le retour de la tentation. Mais à l'ère des IA génératives, on ne gagne plus en manipulant mieux les algorithmes, on gagne en devenant une source légitime, des contenus utiles, une expertise claire, une cohérence éditoriale dans la durée, je précise, des signaux de confiance réels, comme pour les emails filtrés par les IA, les réponses de ChatGPT ou les algorithmes sociaux. La visibilité devient une conséquence de la valeur, pas un hack technique. Avant de conclure cet épisode, place aux chiffres de la semaine. 76%. 76%, c'est la part des pages citées dans les AI Overviews de Google qui sont déjà positionnées dans le top 10 des résultats naturels. Ce chiffre provient d'une étude menée par Ahrefs basée sur l'analyse de près de 2 millions de citations issues des réponses générées par l'IA. Alors pourquoi ce chiffre est important? C'est parce que ce chiffre envoie un message très clair. Contrairement à certaines idées reçues, les réponses générées par l'IA ne sortent pas de nulle part. Dans l'immense majorité des cas, elles s'appuient sur des contenus déjà bien référencés, déjà visibles et déjà considérés comme crédibles par Google. L'IA ne court-circuite pas le SEO, elle s'appuie dessus. Et ce chiffre fait parfaitement le lien avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, que ce soit avec la publicité dans ChatGPT, avec les emails filtrés potentiellement par l'IA dans Gmail, ou avec le GIO et les moteurs génératifs, la visibilité devient de plus en plus une conséquence de la crédibilité et de moins en moins un hack technique. L'IA ne redistribue pas totalement les cartes, elle rend les fondamentaux encore plus exigeants. Merci d'avoir écouté cet épisode de Digital Marketing for Pro jusqu'au bout. Si vous l'avez trouvé utile, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Un nouvel épisode sort tous les 15 jours pour décrypter l'actualité du marketing digital et vous aider à prendre les bonnes décisions dans un environnement qui évolue vite, voire même très très vite. Et si cet épisode vous a apporté de la valeur, une note de 5 étoiles ou un petit commentaire est toujours très apprécié pour remercier tout le travail de l'équipe sur ce podcast. C'est le meilleur moyen de faire découvrir le podcast à d'autres professionnels du marketing également. On va pas se mentir, l'algorithme aime bien quand
vous interagissez avec l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à me taguer sur LinkedIn pour prolonger le débat sur la publicité dans ChatGPT, l'avenir du SEO, l'email marketing à l'ère de l'IA ou l'évolution des réseaux sociaux. Vos retours nourrissent directement les prochains épisodes. Et si vous voulez le faire directement en commentaire sur vos plateformes d'écoute, vous êtes les bienvenus également. On lit tous vos retours. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouveau débrief de l'actualité du marketing digital. Parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.